Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Mosaïque, c'est la nouvelle chaîne qui tente de décrypter le sens de l'actualité des événements. Et pour parler de la guerre en cours, on est aujourd'hui en compagnie du rabbin Alain Michel. Bonjour. Bonjour, Vous Antoine. vous êtes rabbin donc du mouvement Ma Sortie, vous êtes éditeur et aussi, j'allais dire peut-être surtout historien. Et c'est à cette dernière qualité que je voudrais d'abord faire appel à Alain Michel. En quoi peut-on dire que l'événement qui nous occupe aujourd'hui depuis presque un mois a véritablement une dimension historique? En quoi c'est un événement qui dépasse, disons, les conflits locaux qu'on a pu par ailleurs connaître dans la région ou ailleurs? Je pense, mais d'abord pour qualifier un événement d'historique, il faut quand même avoir un peu plus de recul. Donc ce que je dis, c'est quand même limité par le fait qu'on est encore dans l'événement. Mais a priori, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre et depuis a remis en cause un certain nombre de réflexions, de manières de comprendre comment fonctionnait les rapports entre Israël et le monde arabe et notamment donc le monde arabe sunnite. Donc là, il est certain que c'est un peu difficile de penser aujourd'hui que ça n'aura pas d'influence, dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, on peut pas savoir aujourd'hui comment ça se passera. Ça va dépendre de la manière dont la guerre va finalement se développer, quels seront les résultats et tout. Voilà, on va en parler. Alors, on va revenir à l'événement déclencheur. Il y a eu plusieurs rapprochements qui ont été le 7 octobre, donc qui ont été proposés, notamment la Shoah par balle. Vous, vous êtes un spécialiste de la Shoah, vous avez publié notamment un livre sur Vichy et la Shoah. Et vous réagissez de manière, vous récusez cette comparaison. Pour quelle raison? Alors d'abord, je rappelle que j'ai pas seulement écrit sur la Shoah, mais j'ai travaillé sur le sujet pendant plus de 30 ans à Yad Vashem et également à travers l'organisation de voyages en Pologne. Donc c'est quand même un sujet que je domine assez bien. Et je pense que l'un des problèmes de la société israélienne, c'est que le traumatisme de l'événement Shoah est tellement fort et la société juive en général et la société israélienne en particulier n'a pas encore eu trouvé les moyens finalement de dépasser ce traumatisme. Donc on est toujours quelque part dans un espèce euh, de deuil qu'on continue à essayer d'assumer et qui influence nos pensées. Donc fait que dès qu'il y a ce type d'événement, c'est quelque chose d'extrêmement traumatique pour la société israélienne. Alors il y a tout de suite des associations qui sont faites avec la Shoah, mais c'est de l'ordre finalement beaucoup de l'émotion, et je pense qu'on ne peut pas faire de l'analyse et de l'émotion en même temps. L'émotion, c'est très important, mais il faut aussi être capable d'avoir comment dire, raison gardée, si je me souviens bien en bon français, et donc d'être capable de dépasser ça. Et donc là, la question est de savoir, est-ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce que ça manifeste un quelconque rapprochement avec ce qui s'est passé pendant la Shoah. Voilà, et, non, et pas seulement sur le plan de l'émotion et sur le plan du visuel, La mais réponse est en non pour vous. réalité, La réponse est non. la réponse est tout à fait non. Et je pense d'ailleurs, j'avais réagi donc à ce que disait un de vos invités, d'abord et avant tout, parce que justement, pendant même l'événement qui s'est passé le 7 octobre, le 7 octobre, il y a eu immédiatement une défense organisée. Qui n'a pas réussi à enrayer suffisamment l'attaque. Là, j'ai entendu hier qu'apparemment il y a eu au moins 3000 terroristes qui se sont précipités sur cette région donc qui est à côté de Gaza, le Hotef Gaza, mais donc il y a eu des problèmes, l'armée était pas assez prête, elle a mis quelques heures à intervenir et tout. Ça, c'est des questions à la fois organisationnelles et politiques. Mais le fait même que
un certain nombre de personnes ont pu se défendre et que l'armée a fini par arriver plus vite ou moins vite suivant les endroits pour repousser les assaillants, même si ça a pris du temps, ça montre à quel point on n'est pas dans l'événement Shoah. Parce que ce qui fait la caractéristique principale lorsqu'on regarde les victimes de la Shoah, c'est justement le fait qu'ils étaient totalement abandonnés et totalement sans moyens pour réagir à ce qui leur était fait. Donc, on peut pas parler de quelque chose dans lequel finalement les plus de 6 millions de victimes de la Shoah ont été pour l'essentiel des victimes par manque de moyens de réaction, et ça c'est à 99,99%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance, mais en général cette résistance n'a pas réussi à enrayer le processus ou a réussi à le faire tardivement. Hein, je rappelle juste qu'il y a un seul convoi de déportation dans toute l'Europe qui a été attaqué, le fameux convoi numéro 20 de Belgique. Donc ça montre à quel point c'était compliqué d'organiser une défense. La résistance du ghetto à Varsovie commence à s'organiser seulement en septembre-octobre 1942, c'est-à-dire après qu'il y ait déjà 250 000 Juifs qui ont été envoyés à On Treblinka. comprend bien, Donc, Alain Michel. Simplement, ce qui avait fait frapper, c'était la manière dont ça s'est déroulé, le caractère absolument atroce de ce qui s'est produit, qui pouvait faire penser à ce qui se passait dans la Shoah par balle quand les Ukrainiens arrivaient dans les villages pour faire des pogroms. Est-ce que là non plus, sur le mode de l'attaque, vous diriez qu'il n'y a pas de comparaison possible, indépendamment du fait de se défendre? Mais oui, mais c'est l'essentiel, le fait de se défendre. Dans la Shoah par balle, d'abord, pour l'essentiel, c'est les Allemands, même si les Ukrainiens ont prêté main forte, et l'initiative et l'organisation, elle est quand même une organisation de la part des Allemands, des SS, etc. Donc il faut quand même à chaque fois le préciser. Il y a eu d'autres endroits où là, ça a été directement une partie de la population locale qui a assassiné les Juifs. Donc il y a effectivement, comment dire, dès qu'on est dans l'horreur, ben, malheureusement l'horreur se ressemble. Ouais. Mais je pourrais aller voir ce qui s'est passé contre les chrétiens d'Orient de la part de Daesh ou d'autres choses comme ça. Ça se ressemble exactement. Donc la question n'est pas de savoir si au visuel ça se ressemble. La question est de savoir sur le plan du déroulement et de la réaction, est-ce qu'on est dans le même type d'événement ou non? Manifestement, effectivement, non, heureusement d'ailleurs. Mais finalement, je voulais vous poser la question, parce que vous êtes un élève, disciple de Léon Ashkenazi. Il y a une mise en cause peut-être du sionisme. Personne n'imaginait que de tels massacres de civils puissent se produire en Israël 75 ans après la création de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de faiblesse, d'échec du sionisme, en ce sens que précisément ce qui était censé protéger les Juifs sur leur terre est devenu finalement un endroit où il y avait cette possibilité aussi de massacrer des personnes juives? Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de défaillance, en tout cas? Et de quoi? Alors, premièrement, je suis pas du tout d'accord. Donc, ça commence par ça. Maintenant, Manitou faisait toujours très attention à distinguer ce qui se passait au niveau de l'individu et au niveau du groupe. Donc, au niveau de l'individu, ben, il peut y avoir par moment des attentats, il peut y avoir par moment quelque chose de très grave, comme le 7 octobre, mais ça reste quelque chose qui est quand même ponctuel, qui est pas quelque chose qui remet en cause de manière générale l'idée du sionisme comme le seul endroit dans lequel, globalement, on peut protéger le peuple juif. Mais celui qui pense que finalement l'État d'Israël doit arriver à 100% de protection des Juifs qui habitent l'État d'Israël, il est naïf tout simplement. Et toute l'histoire du sionisme, elle est parsemée justement d'attaques
de la part en général donc des Arabes, ou alors après aussi de problèmes avec les Anglais, dans lequel il y a eu des victimes juives. Ça a commencé dès 1920 et puis ça a continué ensuite jusqu'à la création de l'État d'Israël. Mm. Donc penser que la protection des Juifs fonctionne à 100%, c'est simplement avoir enfin je pense, une conception extrêmement naïve et de l'histoire et de la valeur Ouais. finalement du projet sioniste. Alors, allons à l'inverse peut-être, alors que cette guerre, ce conflit, cette épreuve est au contraire la manifestation d'un nouvel engagement, parce qu'on voit la réaction, par exemple, de la société israélienne. Qu'est-ce qu'elle vous inspire par rapport à l'événement? Ben, elle montre que justement la société israélienne est suffisamment adulte, je dirais, pour ne pas réagir de cette manière en disant tout est désespéré, il faut fermer la lumière et qu'on part tous, etc. Mais au contraire, de dire, ben, malgré ce qui s'est passé, malgré les victimes, malgré la manière dont ça s'est passé, on est capable de réagir et de non seulement de réagir, mais de réagir de la bonne façon, c'est-à-dire d'essayer de détruire totalement la possibilité pour les organisations terroristes, en tout cas pour le Hamas, de refaire la même chose. Ça, c'est une réaction extrêmement saine. Moi, je vais donner l'exemple de mon fils aîné, si ça vous ennuie pas, mais mon fils aîné avait envoyé il y a quelques mois, parce il a eu 40 ans là le 20 octobre, donc il avait envoyé il y a quelques mois un mot à son Mefaked, à celui donc qui dirige ce qu'il fait à l'armée, pour lui dire, moi à 40 ans, je ne vais pas faire du volontariat, puisque les Milouim, les périodes de réserve, c'est seulement jusqu'à 40 ans. Après, si on reste à l'armée, c'est uniquement sur la base du volontariat. Et à cause de ce qui se passait à ce moment-là, et des problèmes autour de la réforme, etc., il faisait partie de ces soldats qui ont dit, ben, nous, on continue pas. Et donc son officier lui avait dit, OK, je prends note. Il se trouve que l'attaque a eu lieu quelques jours avant son anniversaire, et il est parti à l'armée quelques heures après le déclenchement de l'attaque, surtout qu'il est quand même un poste important par rapport au dôme de fer, donc c'était très important pour lui d'aller aider, donner un coup de main. Il y a même pas eu de question, de discussion, c'est-à-dire que nous étions englués finalement à cause, de mon point de vue, à cause de ce gouvernement qui faisait n'importe quoi, et celui qui est à sa tête notamment, on était englués dans une espèce de crise intérieure qui faisait craindre que l'unité d'Israël finalement parte en lambeaux. Or, ce qui a tout d'un coup effacé, au moins provisoirement, tout ça, ça a été le déclenchement de la guerre. Et enfin, à 99%, je pense, les gens qui, comme moi ou d'autres, allaient manifester contre le gouvernement se retrouvent aujourd'hui, soit s'ils sont suffisamment jeunes, alors à l'armée, soit s'ils ont mon âge, à chercher les moyens d'aider les soldats, de trouver de l'argent, de trouver je sais pas, chez un autre de mes fils, il y avait un problème de montre. C'est le grand problème des soldats aujourd'hui, c'est qu'ils savent plus ce que c'est qu'une montre comme ça, qu'on met au poignet. Et eux, ils ont seulement un téléphone. Mais quand vous êtes sur le front, vous pouvez pas avoir un téléphone. Donc, on a trouvé avec une autre famille des donateurs pour pouvoir acheter les montres. Mais l'autre famille avec qui on a fait ça, c'était une famille qui avait exactement les idées opposées aux nôtres dans la période de tension. Et tout ça a éclaté du jour au lendemain, ça n'existe plus. Donc ça, c'est justement le côté extrêmement sain de la société israélienne, et ça explique pourquoi, aussi bien dans les manifestations de droite que dans les manifestations de gauche, il y avait autant de drapeaux israéliens, parce que les uns et les autres se sentaient israéliens, mais d'une manière différente, et tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé sous un drapeau unique, et c'est important.
Alors ça, c'est des très bons exemples, effectivement, pour montrer ce qui s'est passé de l'intérieur à partir de cette date de la société israélienne. Que dire maintenant de la réaction des Occidentaux? Est-ce que vous pensez que le soutien des Occidentaux sera durable? On voit déjà qu'il y a ça craque un peu à droite ou à gauche. Et qu'est-ce qui se passerait si ce soutien, notamment des Américains, venait à défaillir? Bon, d'abord, moi, je suis peut-être historien, mais je suis pas prophète, donc je peux pas vous dire les choses qui vont se passer. Par contre, qu'on ait besoin de cultiver des appuis, notamment donc essentiellement aux États-Unis ou en Europe, ça c'est bien évident. Maintenant, je pense que on ne réfléchit pas là suffisamment également par rapport à ce qui est en train de se passer dans la guerre à Gaza. Oui, donc comment vous voyez évoluer ce soutien des Occidentaux, son caractère durable ou pas, et comment faire pour que le soutien soit durable précisément? Bah, si on veut que ce soutien soit durable, parce que ça n'a rien d'évident, surtout vu par exemple en France l'influence quand même de la communauté immigrée sur la vie politique, etc. Donc on a besoin pour ça de faire de la pédagogie. Et je voudrais vous expliquer ça à travers un livre, parce que ça me paraît fondamental de bien comprendre les choses. C'est un livre qui est apparu en 1979, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, qui s'appelle L'adieu à la femme sauvage. Et ce livre parle d'une famille allemande qui habite Dresde, et le livre commence le soir du bombardement de Dresde et suit cette famille jusqu'à ce que finalement la plupart des gens de la famille meurent au moment où ils sont à Prague, parce que à travers ce qui s'est passé à ce moment-là, ils se sont retrouvés à Prague et que les Alliés arrivent à ce moment-là pour libérer la ville de Prague. Quand on lit le livre, et c'est un livre fascinant et je vous recommande vraiment de le lire, on, comment dire, émotionnellement, on se trouve du côté des Allemands, de ce que leur font les Alliés, etc. Mais il faut aussi prendre du recul sur cette émotion et se dire, bah, effectivement, c'est très malheureux, mais c'était le seul moyen de vaincre l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, je suis extrêmement, comment dire, impacté par ce qui se passe chez les populations civiles de Gaza. Mais premièrement, c'est le seul moyen, malheureusement, d'en finir au moins provisoirement et pour une bonne période avec le Hamas. Et deuxièmement, en plus, c'est cette population qui a amené le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Donc, malheureusement, ils avaient fait les mauvais choix. Et la conséquence de ces mauvais choix, c'est qu'aujourd'hui, suite à ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, eh bien, Israël est obligé de faire un certain nombre de victimes collatérales. Mais si on veut que les nazis d'aujourd'hui, donc qui sont finalement représentés par le Hamas, si on veut qu'ils soient vaincus comme on les a vaincus en 45, eh bien, on doit en passer par là. Donc, si on rappelle pas aux Occidentaux qu'ils ont fait exactement la même chose à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont estimé qu'on ne pourrait pas vaincre l'Allemagne nazie sans malheureusement faire des bombardements et donc faire des victimes collatérales et tout, eh bien les Occidentaux peuvent, comment dire, essayer de montrer qu'eux, ils sont parfaitement moraux et que ce que fait Israël, c'est opposé à toutes les lois de la guerre. Mais pas du tout. Les lois de la guerre euh, qui ont été posées comme principe à Nuremberg n'ont pas inclus justement, par exemple, le bombardement de Dresde, bien que les accusés nazis avaient dit, mais il y a eu le bombardement de Dresde, alors pourquoi vous... Mais parce que le bombardement de Dresde faisait partie des moyens pour en finir avec le régime nazi. Et le problème en général, c'est que les gens n'ont pas de mémoire historique. Et donc, il faut les aider à récupérer de la mémoire historique pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, en parlant de mémoire historique, euh, comment est-ce que vous situez ce conflit dans les 3000 ans d'histoire d'Israël, pour reprendre un titre d'un de vos ouvrages aussi?
Est-ce que finalement cet élément s'inscrit aussi dans l'histoire du peuple juif? Est-ce que c'est une étape franchie vers un processus de délivrance? Est-ce que vous avez là-dessus une perception, une sensation? D'abord, moi, je pense qu'on va toujours vers la délivrance, que ce soit quand les choses se passent mal ou quand les choses se passent bien. Manitou, dont on parlait, avait tendance à être toujours extrêmement positif, avoir une vision positive des choses et de l'avenir. Et donc, quand il y avait des épreuves, c'est quelque chose qui finalement finissent par être surmonté parce que l'histoire est orientée dans un certain sens, mais ça ne veut pas dire que le Messie va arriver demain matin. C'est une péripétie supplémentaire dans l'histoire d'Israël et en tant que peuple juif et en tant que peuple d'Israël sur sa terre. Maintenant, penser que c'est comment dire la guerre de Gog ou Magog et que de là tout d'un coup on est déjà en période au moins pré-messianique. Le Messie de nos jours s'appelait David Ben Gurion et donc les choses sont déjà en voie de réalisation. Donc il faut être capable justement de comprendre que même lorsqu'on est dans cette période où Israël retrouve son indépendance et sa faculté et de se développer et de se défendre, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, parce que l'histoire humaine est faite de hauts et de bas, et donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas non plus pour notre propre présence ici en Israël. Une toute dernière question. Vous avez parlé de la situation en Israël, évidemment, où vous êtes en ce moment, mais on voit bien que c'est dans le monde entier que l'onde de choc, j'allais dire, se répand, qu'il y a vraiment deux camps qui se mettent en place, très opposés, avec une grande tension. Comment est-ce que vous voyez la situation et l'avenir des Juifs en diaspora, particulièrement en France, par exemple? Bon, moi, il y a longtemps que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour les Juifs en diaspora. Simplement, ça, le rythme de disparition n'est pas le même. Mais on voit très bien, par exemple, que en Europe, la population juive depuis 1945 n'a pas arrêté de devenir de plus en plus modeste. Donc, il y a une disparition des Juifs en Europe, entre autres parce que ils viennent ici et c'est accéléré depuis une vingtaine d'années ou même peut-être plus par la présence active d'un groupe d'opposants qui lui-même étant de comment dire de culture musulmane ou arabo-musulmane, eh bien estiment qu'ils doivent absolument soutenir les groupes terroristes, même lorsqu'ils font les pires horreurs. Et je pense que le problème n'est pas avec ces gens-là, parce que je peux les comprendre. Si j'étais né musulman et que je croyais que tout ce qui est écrit dans le Coran, bah c'est ce qui doit se réaliser, etc. Alors j'aurais peut-être les mêmes opinions qu'eux. Mais ce qui me pose problème, c'est les gens qui par bonne conscience soutiennent ces manifestations, soutiennent les pays arabes ou même le Hamas, parce que ils ont cette conception que celui qui est fort a toujours tort et que celui qui est faible, c'est lui qu'il faut aider. Or, en réalité, la force et la faiblesse, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Donc, quand on prend une carte du Proche-Orient et qu'on voit la taille d'Israël et les 22 pays arabes qui sont autour, bah, ça relative quand même beaucoup la force d'Israël et ça explique pourquoi Israël est obligé d'avoir toujours, comment dire, d'être prêt à se défendre, même si, encore une fois, malheureusement, ça fait des victimes collatérales. Mais comment dire, c'est comme la fameuse bataille de Fontenoy où les Français avaient dit messieurs les Anglais tirez les premiers. Et ben voilà, c'est un peu la même chose. C'est, messieurs les terroristes, messieurs les soutiens des terroristes, tirez les premiers, c'est tirer les conséquences de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train de soutenir.
Merci beaucoup. Merci Alain Michel de nous avoir redonné ce matin des raisons d'espérer peut-être que ce conflit effectivement est une issue favorable et pas trop dramatique. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Mosaïque. Merci à toutes, merci à tous pour votre attention. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo avec ceux qu'elle pourrait intéresser. Vous laissez aussi un commentaire si vous le souhaitez et sachez que votre soutien nous est très précieux. Merci beaucoup.